Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de cette édition. Mamoul, les chantiers du 2 octobre avancent à grands pas. Le niveau d'exécution des travaux de la place publique et de la maison des jeunes sont à 85%. Les détails dans cette édition. Les maternités nationales de Donka et Ignace Dine ont travaillé à plein temps ce lundi, contrairement à la rumeur faisant état de leur fermeture. Le Sili de Guinée affrontera l'Ouganda. C'est au compte des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2015. C'est tout pour les titres. Dans quelques instants, les détails. Bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par ce communiqué. Dans le cadre de la riposte contre la fièvre hémorragique de type Ebola, son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, recevra le mardi 9 septembre 2014 la presse nationale et internationale. À travers cette démarche, le chef de l'État engage une nouvelle bataille qui vise à sensibiliser toutes les couches socio-professionnelles du pays sur la lutte contre cette épidémie. Sont conviés à prendre part à cette rencontre prévue à 13h au Palais Sékou Touréa les responsables des organisations de presse ainsi que les journalistes accrédités auprès du bureau de presse de la présidence. Ils sont priés de se présenter le mardi 9 septembre 2014 à partir de 12h à la réception du Palais Sékou Touréa pour les formalités d'enregistrement. Conakry, le 8 septembre 2014, le directeur Moussa Sissé. Comme on peut comprendre, il ne s'agit pas d'une conférence de presse, mais d'une rencontre dans le cadre de la lutte contre la fièvre Ebola. Et comme je vous le disais dans les titres, le Maroc va abriter demain le Forum économique sur la Guinée. Cette opération vise à attirer plus d'investisseurs marocains dans notre pays. Le Premier ministre-chef du gouvernement, Mohamed Saïd Fofana, à la tête d'une importante délégation, a quitté hier Conakry pour le royaume chérifien où il doit prendre part à ce forum initié par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Yaya Silla. Mandaté par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, le Premier ministre chef du gouvernement conduit cette importante délégation gouvernementale et des opérateurs économiques guinéens à Casablanca, au Maroc. Ces opérateurs économiques, chefs d'entreprise, techniciens et chefs de département ministériel vont à la conquête des partenaires financiers et commerciaux au royaume chérifien à travers une journée économique sur la Guinée. Il s'agira d'un moment très fort au cours duquel la mission gouvernementale, appuyée de plusieurs dizaines d'opérateurs économiques que vous avez certainement vus, s'évertuera d'abord à travailler pour raffermir les relations qui existent déjà si heureusement entre la Guinée et le Maroc, mais aussi et surtout dérouler un ensemble d'informations portant sur les potentialités économiques notamment dont la Guinée recèle et qui peut intéresser les milieux d'affaires de ce pays. Mais il s'agira aussi, dans le même temps, informer et rassurer la communauté des hommes d'affaires marocains non seulement sur ces opportunités, mais sur aussi les trains de réforme qui ont été engagés dans ce pays pour rendre le climat plus serein, plus attractif pour l'investissement direct étranger. Cette rencontre de Casablanca fait suite à la visite d'État et d'amitié du roi Mohamed VI en Guinée en avril 2014. Au cours de cette visite, plusieurs accords avaient été signés et une journée économique a été organisée à Conakry. Ainsi, à Casa ce mardi et devant le Premier ministre chef du gouvernement, tous les secteurs, notamment l'agriculture, l'industrie, la pêche, le tourisme, le commerce, l'énergie, les mines, bref, toutes les opportunités économiques de la Guinée vont être présentées. En somme, le gouvernement du professeur Alpha Condé, fidèle à sa mission d'œuvrer pour le bien-être du Guinéen, va rassurer davantage les partenaires à venir investir en Guinée. Et oui, la délégation guinéenne conduite par le Premier ministre chef du gouvernement est arrivée ce matin à l'aube par un vol spécial de la Royal Air Maroc, Mohamed Saïd Fofana, accompagné des ministres des Finances, de l'Énergie, du Commerce, des Transports, de la formation professionnelle, de l'agriculture, de l'élevage, de l'aménagement du territoire et de l'industrie. Les opérateurs économiques seront également de ce voyage. Nous y reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information.
Comme annoncé dans les titres, direction à présent Mamou, la ville qui doit abriter les festivités du 2 octobre cette année. Une cinquantaine de chantiers sont prévus pour toute la région et les chantiers engagés à cet effet évoluent à la satisfaction des bénéficiaires. La place des Martyrs et la Maison des Jeunes sont aujourd'hui à 85%. Reportage Mamadou Alpha Baldi. Dans la ville Carrefour, les préparatifs pour la fête du 2 octobre prochain avancent. À moins d'un mois de festivités, la place des Martyrs et la grande maison des jeunes sont en phase de finition. Nous sommes à 85% de réalisation de l'ensemble des travaux. Pour la date du 2 octobre, c'est la tenue. On va demander la réception d'ici le 25 septembre. À chaque fois qu'on essaie de travailler, on évolue par rapport au temps. Donc, il faut essayer de faire toujours ce qui est beau, ce qui est un peu spécifique par rapport aux autres qui existaient. La fête tournante de l'indépendance connaît aujourd'hui un grand succès en termes de construction d'infrastructures de base à l'intérieur du pays. Après Bokeh et Zérékoré, 52 chantiers sont engagés dans toute la région de Mamou. Ce qui est impressionnant, chaque année, ils ont augmenté un peu plus. Un peu plus, si vous regardez la maison de la jeunesse ici, elle est plus performante. Mais moi, je suis contente pour ça. Vous allez comprendre combien de fois, étant l'initiatrice, cela peut être une joie pour moi et une satisfaction morale. Les populations n'ont qu'à dire merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et dire merci pour tout ce qu'il est en train de faire. Le 2 octobre à venir, c'est toute la Guinée qui se donne rendez-vous à Mamou pour célébrer les 56 ans de notre indépendance, mais aussi découvrir la nouvelle image de la ville Carrefour, capitale de la Guinée, cette année. Parlons toujours des chantiers de la République à Kouroussa également. C'est en Haute-Guinée. La construction de nouvelles infrastructures pour la commune rurale de Sangiana évolue à grands pas. Ce projet est financé par le gouvernement guinéen. Le ministre de la Communication était dans la localité pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Compte rendu Bernard Tonguino. Située à 40 km du centre-ville de Kouroussa, la commune rurale de Sangiana bénéficie de nouvelles infrastructures. Il s'agit de la maison des jeunes, du bloc administratif, du nouveau centre de santé, des nouvelles classes pour le lycée et un centre de saponification et de production du beurre de karité. Ces chantiers, visités par le ministre de la Communication, donnent de l'espoir aux populations et aux autorités locales. Vraiment, nous avons un constat très positif et nous sommes optimistes par rapport à la suite des travaux liés à ces chantiers cités. Moi, je suis super contente que des femmes qui sont quand même ressortissantes d'ici aient initié la construction de ce bâtiment afin de permettre aux femmes de Sangiana de travailler. Après avoir visité ces différents chantiers démarrés le 22 février 2014 et financés par le gouvernement, le ministre Alouseni Makanera Kake s'est réjoui de l'évolution des travaux. Selon lui, la réalisation de ces infrastructures entre dans le cadre du développement des collectivités rurales. Quand vous engagez des actions aussi salvatrices que la construction des écoles, des centres de santé pour accélérer le développement à la base, voir ces infrastructures se réaliser dans le délai prescrit, ça fait beaucoup plaisir. Pour fêter la réalisation de ces infrastructures publiques dans leur sous-préfecture, les jeunes de Sangiana ont organisé un tournoi de football. 8 équipes de la localité étaient en compétition. Et c'est l'équipe Harlem City de Sangiana Centre qui remporte le trophée aux dépens de la formation des ressortissants de Sangiana résidant à Conakry. Voici à présent une vie associative qui se veut diversifiée à travers tous les fils de la Guinée. Le regroupement est l'œuvre de l'ONG Association pour une Guinée prospère qui souffle d'ailleurs ses 10 bougies cette année. Ce week-end, l'ONG a tenu son premier assemblée générale. Compte rendu Abdul Karim Kamara. Au lycée 1er mars, dans la commune de Matam, ces candidats passent d'abord par le lavage des mains contre le virus Ebola. Munis de leur carte d'identité scolaire, ils ont affronté ce lundi les épreuves des concours d'accès aux enseignements techniques et professionnels.
Des examens de recrutement dans les écoles comme la santé communautaire ou encore l'École nationale de l'agriculture et de l'élevage. Cette année, la particularité reste l'expérimentation des écoles nationales des instituteurs niveau préscolaire et niveau baccalauréat. Vous savez que l'ENI c'est le niveau bac complet, mais cette année nous allons tenter de mettre 3 échantillons au niveau de 3 écoles avec un effectif de 20-20 pour voir cette expérimentation cette année. Et comme dirait l'autre, l'ambition dont on n'a pas le talent est un crime. Le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle exige des surveillants la tolérance zéro afin d'offrir à la Guinée des ouvriers qualifiés. Nous allons former des ouvriers et ces ouvriers vont travailler dans les usines. S'ils sont vraiment formés, en fait, ils vont créer des dégâts au niveau des usines. Donc c'est ça le principe. Nous, notre ministère est au centre du développement de notre pays. S'il n'y a pas de bons ouvriers dans un pays, vous l'avez constaté, il n'y a pas de délocalisation vers ce pays. Cette année, l'ENPT de Kipé, l'école de tourisme Senfop, le Cap Minier et le BTS de Bokeh ne sont pas concernés par ces recrutements. Au lycée 1er mars, ils sont 400 candidats à passer ces examens. Comme vous venez de le constater, c'était l'examen d'entrée dans les écoles professionnelles signé Abdul Karim Kamara. L'humanité a célébré ce lundi 8 septembre la journée internationale de l'alphabétisation. Ce 49e anniversaire est célébré sous le thème alphabétisation, axe majeur pour une éducation tout au long de la vie. La Guinée, comme beaucoup de pays, fait face à la faiblesse du taux d'alphabétisation. Le point avec Amadou Touré. On estime à plus de 65% le taux d'analphabètes en Guinée, selon les dernières statistiques des responsables de l'éducation. La plupart vivent en milieu rural. Le sujet préoccupe les autorités guinéennes. La Guinée, à l'instar d'autres pays, saisit l'occasion pour jeter un regard rétrospectif et évaluateur des progrès réalisés, identifier les obstacles et les faiblesses qui entravent la bonne marche de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Nous réfléchirons à des stratégies efficaces susceptibles de faire de l'alphabétisation un axe majeur pour une éducation tout au long de la vie. Dans les années à venir, le gouvernement guinéen envisage l'ouverture de 6500 centres d'alphabétisation sur tout le pays. Près de 7000 enseignants alphabétiseurs déjà identifiés seront opérationnels pour exécuter ce programme d'alphabétisation des populations. Un défi pour le gouvernement. Avec des populations sensibilisées et motivées, nous sommes prêts à déclencher la bataille contre l'analphabétisme en vue de la réduction de la pauvreté. Ceci en harmonie avec le programme de société du président de la République, le professeur Alpha Condé. Selon les responsables du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, le taux de nouvelles inscriptions était de l'ordre de 65% en 2013. Ce pourcentage est parfois trop faible au niveau des jeunes filles, surtout en milieu rural, à cause des pesanteurs socioculturelles. Selon des rumeurs, les maternités des hôpitaux nationaux de Donka et Ignace Dine auraient fermé ce lundi, raison invoquée, l'absence de matériel de protection du personnel, notamment contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Mais en réalité, ces centres ont fonctionné à plein temps depuis les premières heures de la matinée. C'est au moins le constat de notre reporter Souri Dekera. Le service de maternité de l'hôpital national Donka. Selon des rumeurs, il aurait fermé ce lundi pour suivre un mot d'ordre de grève pour réclamer du matériel de protection pour le personnel. Voilà que ce service fonctionne à plein temps. Comme ses nombreuses patientes, Yacine Fofana fréquente le service pour son 2e pansement après l'accouchement il y a une semaine. J'avais déjà fait le premier pansement. Je suis là pour le 2e pansement. Si les gens viennent ici, on occupe bien de nous. C'est bien organisé. Déterminé à assurer aux femmes les soins obstétricaux d'urgence nécessaires, le personnel invite néanmoins les autorités à le doter du matériel nécessaire pour l'accomplissement de cette noble tâche. Nous ne sommes pas en grève, vous avez trouvé tout le personnel ici en train de travailler, nous travaillons. Le 2e service de maternité cité par les mêmes rumeurs est celui de l'hôpital national d'Ignace Dine. Là également, ces rumeurs sont balayées d'un revers de la main. Je pense que c'est une fausse rumeur. Le travail n'a jamais été interrompu ici et tout le monde est là comme vous pouvez le constater. Les autorités des 2 structures s'engagent à fournir au personnel tous les kits conventionnels en vue de prévenir toute contamination, notamment par la fièvre hémorragique à virus Ebola. L'État guinéen, en collaboration avec tous les partenaires et l'appui du gouvernement, va mobiliser les ressources pour la mise à disposition de tous les matériels de protection
de sécurité individuelle et collective. Dans cette confiance, nous avons commencé à les doter en matériel, bien que la quantité qui correspond à nos besoins n'est pas encore disponible. Mais nous sommes rassurés parce que nous avons compris que la communauté internationale s'est fortement mobilisée. Le service de maternité de l'hôpital national d'Onka a enregistré 4 977 accouchements depuis le début de l'année. Le dernier en date est enregistré ce lundi à 12h30. Quant à la maternité d'Ingasdine, elle a enregistré son dernier accouchement cet après-midi à 13h27. Le service totalise 2491 accouchements depuis le début de l'année. La lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola, le NFD, par la voix de son leader, invite les Guinéens au respect des mesures d'hygiène édictées. On suit Mouktar Diallo, il est le président de ce parti. Je lance un appel à la conscience citoyenne et au devoir patriotique pour une mobilisation générale et énergique de tous les Guinéens, amis de la Guinée, pour lutter efficacement contre la fièvre hémorragique Ebola. Notre pays est confronté depuis 10 mois et pour une première fois à une épidémie sans précédent. Les professionnels parlent d'un problème de santé publique majeur et recommandent des mesures pour rompre la chaîne de propagation, notamment se laver les mains au chlore et à l'eau de javel, observer les mesures d'hygiène, éviter tout contact avec un malade d'Ebola ou avec un corps d'une personne décédée d'Ebola. Cérémonie de prière et de recueillement à la mémoire de tous les martyrs anonymes au siège du RPG, c'est à Amdalaï. L'initiative est de la coordination de représentation du RPG Arc-en-Ciel de l'étranger, une coordination qui a également prié pour la paix et l'unité nationale. Al-Gassimouba. La clandestinité est un phénomène très récurrent dans le monde. Des centaines de personnes en meurent chaque année. Pour contrer le fléau, la représentation de la coordination des sections du RPG Arc-en-Ciel de l'étranger a organisé cette cérémonie de prière et de recueillement à la mémoire de tous les martyrs de la clandestinité. Je suis personnellement émue parce que l'un des décédés était avec nous sur le terrain. Là, on était en train de mener la campagne pour les législatives, avec qui nous avons fait le tour de toute la Guinée. Et la dernière étape, c'était Mandala. Et avec qui on s'est séparés dans la journée, Dieu de te pardonner. Présent à cette cérémonie, la coordinatrice du RPG Arc-en-Ciel a salué l'initiative tout en félicitant les organisateurs avant de déclarer. Nous souhaitons à toute la population guinéenne une bonne santé et surtout d'observer les recommandations sanitaires qui sont diffusées sur les antennes tous les soirs à notre télévision nationale. Que Dieu les bénisse et que Dieu bénisse la Guinée. Des prières et bénédictions allant dans le sens de la paix et de l'unité nationale ont mis un terme à cette rencontre. La lutte contre l'épidémie d'Ebola en Afrique, les États-Unis mobilisent les moyens pour soutenir les pays affectés, notamment le Libéria. Le point dans ce reportage. Suivez. 2 jours après le déblocage par l'Union européenne de 140 millions d'euros, les États-Unis ont proposé l'envoi de moyens militaires en Afrique pour lutter contre Ebola. C'est Barack Obama en personne qui l'a annoncé dimanche lors d'une interview à la NBC. Pour le président américain, c'est une question de priorité nationale. Nous allons devoir envoyer des éléments militaires américains pour, par exemple, installer des unités de mise en quarantaine et des équipements afin d'assurer la sécurité des équipes médicales qui arrivent du monde entier. Même en faisant cela, plusieurs mois vont passer avant que le problème ne soit sous contrôle en Afrique, mais cela n'atteindra pas nos côtes. L'engagement américain marque une nouvelle étape dans la mobilisation internationale contre la pire épidémie d'Ebola de l'histoire. Au Libéria, pays le plus touché, 5 nouveaux centres de traitement sont en cours de construction, chacun d'une capacité d'une centaine de lits. L'un de ces centres sera implanté dans une ancienne clinique de Bouchard Island, dans la banlieue de la capitale, Monrovia.
Une bonne nouvelle pour les habitants qui veulent en finir avec cette crise sanitaire majeure. Je pense que c'est la bonne approche. La lutte contre l'Ebola ne se fait pas au niveau national. Il s'agit de traiter la crise au niveau local. Et je pense que si nous continuons sur cette voie, nous arriverons à éliminer l'Ebola du Libéria. Les pays voisins sont toujours dans la crainte d'une contagion. Le Bénin a renforcé les mesures de prévention. Le gouvernement a élaboré une feuille de route. Les contrôles doivent être renforcés dans les aéroports. Une 60aine de personnes sont actuellement formées pour prendre la température et éventuellement placer en quarantaine les passagers qui pourraient s'avérer contagieux. Les États-Unis dévoilent également leur plan pour lutter contre l'État islamique. Barack Obama a fait le point lors d'un entretien avec un journal américain. Suivez ce point. Combattre les exactions des djihadistes de l'État islamique en Irak et en Syrie et qui sèment la terreur dans les rangs des populations ne se ralliant pas à leur drapeau, tels que les Yazidis qu'on voit ici fuir encore par milliers vers la Turquie, le président Obama a levé un coin du voile sur sa stratégie. Sans attendre l'annonce officielle mercredi de son plan d'action, il en a révélé les grandes lignes dans un entretien avec la chaîne CNN. Nous ne cherchons pas à envoyer des centaines de milliers de soldats américains. Nous allons continuer au sein d'une coalition internationale à mener des frappes aériennes en soutien au travail de terrain des troupes irakiennes et kurdes. Dans l'attente de l'adoption d'un nouveau gouvernement à Bagdad, Washington continue de fournir un soutien stratégique et logistique aux forces irakiennes et kurdes qu'on voit ici enterrer un de leurs peshmerga tombés au combat contre les djihadistes. Mais le président américain réclame une large coalition pour venir à bout d'un ennemi qui relève selon lui plus que d'un simple conflit avec l'Iran ou entre sunnites et chiites. Pas seulement l'Arabie Saoudite, mais aussi des partenaires tels que la Jordanie, les Émirats Arabes Unis et la Turquie doivent s'engager. C'est leur environnement et les dangers se posent en ce moment plus directement à eux qu'à nous. Réunis dimanche au Caire, les ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe ont apporté un début de réponse, sans préciser s'il s'agissait d'un soutien explicite au projet américain de coalition. Le Conseil a réaffirmé l'engagement ferme à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité nationale arabe et affronter toutes les organisations extrémistes, dont l'organisation terroriste de l'État islamique. Le secrétaire d'État américain est attendu dans les prochains jours au Moyen-Orient et dans le Golfe pour sonder les intentions des partenaires régionaux des États-Unis. En Écosse, partisans et adversaires de l'indépendance sont au coude à coude. Les précisions sur les tendances et les sondages, le tout développé par nos confrères de ITV. À 10 jours d'un référendum crucial pour l'Écosse, les partisans de l'indépendance sont crédités de 51% des voix dans un sondage publié dimanche par le Sunday Times. Le débat passionne les Écossais. 200 000 personnes se sont inscrites ces derniers jours sur les listes électorales. Les adversaires de l'indépendance arrivaient pourtant largement en tête des sondages ces derniers mois. Un vent de panique souffle à Londres. Les dirigeants des partis britanniques ont envoyé leurs principaux leaders pour tenter d'inverser la tendance. Chaque vote va compter, chaque électeur écossais peut maintenant faire pencher la balance. Mais attention, ce n'est pas un vote protestataire. Si le oui l'emporte, ce sera définitif. Nous pouvons construire une Écosse plus forte sans briser le Royaume-Uni. La reine se dit préoccupée et même horrifiée par la perspective du démantèlement de son royaume qui unit l'Angleterre et l'Écosse depuis 3 siècles. La garde écossaise gardera-t-elle demain Buckingham Palace, le palais de la reine? De nombreux artistes se sont positionnés dans le débat. Le Premier ministre britannique David Cameron a proposé dimanche davantage d'autonomie aux Écossais, mais les partisans du oui ont d'ores et déjà rejeté l'offre. Si les partisans du non avaient l'intention réelle de délivrer de nouveaux pouvoirs au Parlement écossais, pourquoi ont-ils attendu d'être à 10 jours du référendum pour le proposer? Pourquoi avoir attendu le jour où le oui est donné gagnant dans les sondages? Il n'y a rien de concret dans leurs propositions. Les gens ne sont pas stupides.
La victoire du oui poserait un certain nombre de questions majeures comme le maintien dans l'Union européenne, la création d'une nouvelle monnaie ou l'adoption de l'euro. Si l'indépendance économique et énergétique du pays est déjà une réalité, la fiscalité serait largement bousculée. Signe d'une certaine fébrilité des milieux d'affaires, la livre sterling était en forte baisse lundi. Un référendum qui sera observé de près dans toute l'Europe. Sport à présent avec la suite des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football Maroc 2015. La Guinée effectue ce mercredi un long déplacement à Kampala pour y affronter l'Ouganda. En cas de victoire, le Sili de Guinée prendrait le large dans un groupe 1 où on retrouve également le Ghana. C'est Loutata Diallo. Après avoir réussi une entame quasi parfaite au stade Mohamed V de Casablanca face au Togo vendredi dernier, le Sili national de Guinée s'apprête à livrer son second match à l'extérieur face à l'Ouganda cette fois. La victoire 2-1 face aux éperviers grâce à des réalisations de Seydouba Souma et de Idrissa Silla ont donné du vent en poupe au Sili. Et le match nul un partout entre le Ghana et l'Ouganda lors de cette première journée permet à la Guinée d'occuper la tête du groupe. Continuer à progresser, mais il faut d'abord signaler qu'on a pris les 3 points, c'était le plus important, de commencer la compétition comme ça, et on espère que le prochain match, Ouganda, mardi, on va essayer de gagner, ça serait bien. Il y a encore du travail à faire pour continuer à progresser. Mais attention, le match de Kampala ne sera pas une simple promenade de santé. Les Ougandais ont déjà annoncé la couleur en accordant de visa qu'à 25 personnes seulement. Mais en plus de l'apport de l'État, le Sili peut compter désormais sur des soutiens de plus en plus organisés de la part de certains compatriotes. Vous avez été héroïque, mais on ne fait que commencer. La route est longue. Notre frère KPC qui est là, qui est venu vous soutenir, il vous offre $30 000. Cette victoire, c'est une victoire contre Ebola et je voudrais que vous la réitérez de notre côté là-bas, ceux qui nous ont interdit de partir à plus de 25 ans. Que Dieu vous donne la force et la volonté d'y arriver. Je vous remercie. Ouganda-Guinée, c'est donc ce mercredi à 16h30 temps universel avec en jeu la première place du groupe E, les éliminatoires de la CAN Maroc 2015. La victoire du Sili très attendue, c'est la fin de cette édition. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Merci de votre aimable attention et bonsoir.